Enquête. C'est 10 fois plus que les costumes de François Fillon. Dans un complément d'enquête, les révélations de Robert Bourgi sur des cadeaux qu'aurait reçus Dominique de Villepin, France Info. Publié le 29/04/2026 20h, une mise à jour le 29/04/2026 20h, 28 ans de lecture, 3 minutes, vidéo, 7 minutes. Robert Bourgi, le sulfureux avocat qui fut le tombeur de François Fillon en 2017 dans l'affaire des costumes, affirme en exclusivité à un complément d'enquête que Dominique de Villepin aurait reçu pour 125 000 € de cadeaux, notamment de la part d'un dictateur africain. L'intéressé a accepté de répondre à ces allégations. Il aime le confort, il aime la bonne vie, et il aime les cadeaux. L'avocat Robert Bourgi, fidèle depuis 20 ans à Nicolas Sarkozy, avait déjà fait parler de lui en 2017 en offrant pour 13 000 € de costumes à François Fillon et en le faisant savoir à la presse. Il avait ainsi précipité la chute de François Fillon. Robert Bourgi fait aujourd'hui des révélations à un complément d'enquête sur un autre candidat potentiel à une élection présidentielle, Dominique de Villepin. Des cadeaux, l'ancien ministre en aurait selon lui reçu de très précieux, de la part d'un industriel italien et d'un dictateur africain. Président, il faudrait quand même que tu aies un geste pour Dominique de Villepin, qui est ministre des Affaires étrangères, aurait soufflé cet ancien pilier des réseaux de la France-Afrique, selon son récit, au président burkinabé d'alors, Blaise Compaoré. Et de lui suggérer un buste de Bonaparte, le péché mignon de Dominique de Villepin, toujours selon Robert Bourgi, repéré à la galerie parisienne de Souzy. L'objet, signé Charles-Louis Corbet, a été livré au Quai d'Orsay, dans le bureau de Dominique de Villepin, affirme l'homme d'affaires. De fait, ce buste de Bonaparte est visible aux côtés du ministre dès le printemps 2002, comme l'attestent différentes photos du bureau de Dominique de Villepin. Il trône aussi en couverture d'un journal People, aux côtés de Dominique le Flamboyant. Quant à la facture que produit Robert Bourgi pour ce bronze, réglée par Monsieur le Président de la République du Burkina Faso, elle est d'un montant de 75 000 €. Interrogé, Dominique de Villepin affirme que le buste en question lui a été donné pour son anniversaire par Robert Bourgi. Un cadeau dont il dit ignorer le prix comme la provenance. Il ne m'a à aucun moment été offert par le président du Burkina Faso, maintient-il devant la facture de la galerie de Souzy. L'ancien ministre reconnaît ensuite avoir reçu du même Robert Bourgi une deuxième statuette de Napoléon, dont il estime la valeur autour de 10 000 €. Mais contrairement à ce qu'il affirme, cette œuvre aurait été payée, cette fois, par un certain Gianangelo Perucci, roi du pétrole en Afrique désireux de s'attirer les bonnes grâces du ministre des Affaires étrangères. Selon la facture produite par Robert Bourgi, l'industriel italien a acquis pour la somme de 50 000 € une statuette représentant l'empereur Napoléon à Sainte-Hélène. Contacté par téléphone, Gianangelo Perucci confirme avoir offert cette statuette à un Dominique de Villepin très content, qu'il aurait auparavant rencontré par 2 fois. En échange, aurait-il espéré la Légion des Honneurs? Il ne l'a en tout cas jamais reçue, regrette-t-il, alors que Robert Bourgi aurait tenté de la lui obtenir pour avoir beaucoup aidé les compagnies françaises en Afrique à obtenir des puits de pétrole, des concessions. Dominique de Villepin, de son côté, assure ne pas avoir souvenir du chef des entreprises italien. Même si à l'époque, il n'y avait rien d'illégal à accepter ces cadeaux, de 75 000 € pour le premier et de 50 000 € pour le second, il pose question. C'est 10 fois plus que les costumes de François Fillon. Ont-ils valu des contreparties au président de la République du Burkina Faso et à l'industriel italien? Je n'aurais jamais accepté ces objets si j'avais su quelle était leur provenance, répond Dominique de Villepin, qui dit n'y avoir été à aucun moment sensible. Pourquoi alors les a-t-il gardés? Écoutez, je vous les donne, finit-il par lâcher, vous en ferez ce que vous voudrez. Après l'interview, Dominique de Villepin nous affirme que la facture à 75 000 € ne correspondrait pas au buste de Napoléon. La direction de la galerie de Souzy, elle, garantit hors caméra à un complément d'enquête que les factures sont authentiques, qu'elles correspondent aux œuvres et qu'elles ont été réglées par le président du Burkina Faso et Gianangelo Perucci, au prix du marché. Extrait de l'intrigant Dominique de Villepin, à voir dans un complément d'enquête le 30 avril 2026. Sujet suivant. Vidéo. Profiter de la beauté de la vie sur Terre, émue aux larmes, l'astronaute Sophie Adno a répondu aux questions de France 2 depuis l'ISS, France Info. Publié le 29/04/2026 20h49, mis à jour le 29/04/2026 20h52, temps de lecture, 2 minutes, vidéo, 13 minutes choisies parmi plus de 22 000 candidats à travers l'Europe pour participer à la mission Epsilon, la première française à rejoindre l'espace depuis Claudie Aigneret doit mener près de 200 expériences scientifiques en 9 mois, de la recherche fondamentale aux études sur le vieillissement du corps humain. Station,
This is France TV, how do you hear me, questionne Léa Salamé. France TV tout station, hear you very clear, répond l'astronaute française Sophie Adno depuis la Station Spatiale Internationale ISS. Ce duplex rarissime, diffusé mercredi 29 avril dans le journal de 20h de France 2, a été rendu possible grâce à une prouesse technique entre le Johnson Space Center de la NASA, à Houston, États-Unis, et l'ISS. Au moment de l'échange, la station survolait les côtes du Chili à 400 km au-dessus de nos têtes. Quelques minutes plus tard, elle se trouvait déjà au-dessus de l'Afrique. Flottant en micropesanteur dans un module dans lequel trônent 2 combinaisons spatiales, Sophie Adno raconte son quotidien en orbite, après plus de 2 mois passés à bord. Tout va très, très bien. Je m'étais préparée à tous les scénarios catastrophes et tout s'est bien passé. Ces journées sont millimétrées, réveil à 5h30, sport pendant 1h30, puis travail jusqu'à 19h. L'objectif de sa mission, commencé mi-février, mener près de 200 expériences scientifiques en 9 mois, de la recherche fondamentale aux études sur le vieillissement du corps humain. Choisie parmi plus de 22 000 candidats à travers l'Europe pour participer à la mission Epsilon, la première française à rejoindre l'espace depuis Claudie Aigneret, en 1996, est la plus matinale de l'équipage. Chaque jour, elle s'accorde quelques minutes seule face à la planète bleue. À 5h30, j'ouvre les volets. Je prends toujours 1 ou 2 minutes pour regarder la Terre. Depuis l'ISS, la Terre offre un spectacle saisissant. Tout est noir, d'une profondeur impressionnante et la Terre est là, magnifique. On voit aussi bien la mer que les lacs asséchés, les forêts dans les meilleurs comme dans les pires états. On se sent encore plus connecté à elle. La vraie difficulté, dans l'espace, rien ne tient en place. Chercher ces objets devient un défi en 3 dimensions. Rien ne reste là où on l'a posé. Il faut tout accrocher avec des mousquetons ou du velcro, s'amuse la française. Autour d'elle flotte outils, gourde d'eau recyclée et même sa brosse à cheveux. Mes cheveux vivent leur meilleure vie ici, sourit l'ingénieur et pilote d'essai de 43 ans, en laissant échapper son micro, qui dérive doucement dans la cabine. Côté nourriture, le frais se fait rare. Je mangerai cette pomme ce soir. C'est le premier fruit frais depuis 2 mois et demi. Et après l'espace ? Mon premier repas sera une galette bretonne, avec un jaune d'œuf dégoulinant et une laitue bien croustillante, confie-t-elle. À bord, l'ambiance est studieuse mais soudée. On travaille très sérieusement, mais on a aussi des fous rires et on s'entraide beaucoup. Des sorties dans l'espace sont normalement prévues cet été. Il est possible que je fasse une sortie extravéhiculaire. Dans tous les cas, je suis prête et je répondrai présente. Grande rêveuse, Sophie Adno regarde déjà plus loin. La Lune, c'est un rêve. Participer à l'exploration spatiale, ça unit les pays, les chercheurs. Puis la voix se brise. La France est belle depuis là-haut. Je sais que les choses ne sont pas toujours faciles sur Terre, je pense fort à vous. En larmes, l'astronaute marque une pause, submergée par l'émotion. Profitez de la beauté de la vie. Sur Terre. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, le chef du Pentagone, Pete Hegseth, sous le feu des critiques des députés démocrates, France Info. Guerre au Moyen-Orient, le chef du Pentagone, Pete Hegseth, sous le feu des critiques des députés démocrates dans le cadre de cette audition parlementaire, le Pentagone a par ailleurs précisé que la guerre au Moyen-Orient avait déjà coûté 25 milliards de dollars. Publié le 29/04/2026 22h58 temps de lecture, 2 minutes. Le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, lors de son audition devant les députés, le 29 avril 2026 à Washington, États-Unis. Kevin Dietsch, Getty Images North America. Où vont les États-Unis dans leur guerre contre l'Iran ? Nombre de parlementaires, y compris des républicains, regrettent que l'exécutif américain n'ait pas consulté davantage le Congrès, quand la Constitution américaine exige son accord pour formellement déclarer la guerre. Le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, a ainsi été confronté aux critiques mordantes des députés démocrates, mercredi 29 avril, lors de sa première audition parlementaire depuis le début de la guerre en Iran. Celle-ci portait officiellement sur la demande de l'exécutif américain d'augmenter de 42 le budget américain de la défense, déjà faramineux, pour le porter à 1 500 milliards de dollars en 2027. Mais les questions ont rapidement tourné autour du conflit déclenché au Moyen-Orient. Nous dépensons environ 25 milliards de dollars dans l'opération Fureur épique. La plupart en munitions, a évalué Jules Hurst,
responsable financier du Pentagone. Un ordre de grandeur réutilisé plus tard par Pete Hegseth. Interrogé sur les dépenses à venir, le ministre a botté en touche. Quel est le prix à payer pour faire en sorte que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire? Pete Hegseth, assis aux côtés du chef d'état-major de l'armée américaine Dan Kane, a fait face pendant de longues heures aux élus de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants. Comment ces victoires tactiques vont-elles se traduire par une forme de succès stratégique, s'est interrogé le député démocrate Adam Smith dans son propos introductif, en énumérant l'embrasement régional au Moyen-Orient, les 13 militaires américains morts dans ce conflit et les victimes civiles. John Garamendi, un autre élu démocrate, a accusé Pete Hegseth de mentir aux Américains à propos de cette guerre depuis le premier jour, et le président Donald Trump aussi, sur ses raisons comme son évolution. Vous et le président avez avancé des motifs sans cesse changeants pour justifier cette guerre et la stratégie s'est révélée d'une incompétence stupéfiante. Adam Smith, député démocrate en audition parlementaire, face au secrétaire à la défense Pete Hegseth, honte à vous de qualifier cela de bourbier au bout de 2 mois, lui a répondu le ministre, après que le parlementaire californien a utilisé ce mot. Un cessez-le-feu prolongé par Donald Trump sans date butoir est en vigueur depuis 3 semaines mais les négociations entre Washington et Téhéran visant à mettre durablement fin à la guerre sont au point mort. La conduite de la guerre par Pete Hegseth irrite depuis le début les élus de l'opposition démocrate, qui ont lancé 6 procédures visant à le démettre de ses fonctions, sans réel espoir d'y parvenir. Nombre de parlementaires, y compris des républicains, regrettent aussi que l'exécutif américain n'ait pas consulté davantage le Congrès avant de déclencher ce conflit, alors que la Constitution exige son accord pour formellement déclarer la guerre. Sujet suivant. Procès en appel du financement libyen. Lors de son dernier interrogatoire, Nicolas Sarkozy tente d'arrondir les angles avec Claude Guéant, France Info. Dans une salle comble pour son ultime interrogatoire devant la Cour d'appel de Paris, et son 5e jour à la barre, mercredi 29 avril, Nicolas Sarkozy s'est adonné à un exercice d'équilibriste en tentant d'arrondir les angles avec son ex-bras droit, Claude Guéant, jugé en son absence pour raisons médicales. Ce positionnement rompt avec ses interrogatoires précédents, au cours desquels l'ancien chef de l'État n'a pas hésité à questionner la droiture de celui qui fut son directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur puis son secrétaire général à l'Élysée, entre 2002 et 2012. Il avait notamment évoqué la possibilité d'une démarche des enrichissements personnels de l'ancien préfet. Des déclarations très mal reçues par le mis en cause, qui a vertement répliqué par 2 courriers versés au débat les 14 et 26 avril, en affirmant qu'il n'avait jamais été guidé par un intérêt personnel. Je mets quiconque au défi de mettre en doute ma totale loyauté et mon engagement sans faille. Je n'ai jamais fait que servir de mon mieux le ministre puis le président, avait-il ajouté. Mercredi matin, une petite heure avant l'audition de Nicolas Sarkozy, l'avocat de Claude Guéant a ainsi fustigé sur France Inter un véritable coup de poing dans l'estomac de son client. Et d'affirmer, dans la dernière ligne droite du procès en appel sur les accusations de financement libyen de sa campagne de 2007, que les déclarations de l'ancien chef de l'État n'améliorent pas l'état de santé de l'octogénaire. Pour comprendre ce qui divise les 2 hommes, il faut revenir au motif de leur condamnation en première instance. Nicolas Sarkozy a écopé de 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, reconnu coupable d'avoir laissé ses plus proches collaborateurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux condamnés respectivement à 6 et 2 ans de prison, démarcher le pouvoir libyen, à l'époque entre les mains du dictateur Mouammar Kadhafi, pour pouvoir obtenir des fonds visant à financer la campagne électorale de 2007. Et ce, en échange de contrepartie. Un pacte de corruption, selon les termes de l'accusation, que les 3 hommes réfutent fermement. Parmi les contreparties qui auraient été négociées par le camp libyen, les juges estiment que Mouammar Kadhafi aurait notamment demandé que soit levé le mandat d'arrêt international visant son beau-frère, Abdallah Senoussi, condamné par la France pour avoir organisé l'attentat du DC-10 de la compagnie Utah perpétré en 1989, qui a fait 170 morts. Le clan Sarkozy martèle qu'aucune action n'a été entreprise pour régler la situation judiciaire du numéro 2 du régime libyen. Mais Claude Guéant et Nicolas Sarkozy n'ont pas les mêmes versions concernant un dîner ayant eu lieu le 25 juillet 2007 à Tripoli. Tout juste élu à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy s'était alors rendu dans la capitale libyenne au lendemain de la libération des infirmières bulgares, dans laquelle il avait joué un rôle déterminant. Claude Guéant affirme qu'à la fin du repas, son patron l'aurait fait venir pour que Mouammar Kadhafi lui répète la préoccupation qu'il venait de lui exprimer concernant Abdallah Senoussi. Claude, voyez cela, aurait alors intimé Nicolas Sarkozy.
Une consigne laissant penser qu'il aurait effectivement envisagé d'entamer des démarches pour répondre aux demandes libyennes. Interrogé ce mercredi par le président de la Cour d'appel Olivier Géron sur l'existence de cette scène, Nicolas Sarkozy tente d'adoucir sa posture par rapport à ses interrogatoires précédents. L'ancien chef de l'État Séchine a essayé de recoller les morceaux avec son ancien associé, tentant de réafficher un front de défense uni. Jamais ni lui, ni moi n'avons voulu faire quelque chose pour Abdallah Senoussi, martèle l'ancien chef de l'État derrière son pupitre. Pour autant, la scène décrite par Claude Guéant lui semble très peu probable. À la barre, méthodique, Nicolas Sarkozy en profite pour énumérer les 3 versions sur lesquelles Claude Guéant a varié. Une première fois, en 2018, il dit que c'est Béchir Saleh, directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, qui lui en a parlé. Une deuxième fois, il dit que c'est un Libyen, peut-être Kadhafi. Et une troisième fois, c'est moi qui lui en ai parlé en disant « Voyez ça, Claude Guéant ». Mais il tempère immédiatement. Cela ne veut pas dire que je pense que M. Guéant ment. Je dis que sa mémoire a évolué. C'est son droit, précise le prévenu de 71 ans. Lui-même reconnaît d'ailleurs avoir commis une erreur lorsqu'il a affirmé ne pas avoir été informé des 4 déplacements en Libye de Claude Guéant entre 2008 et 2010. Ces voyages ont existé, il ne les a pas faits seul d'ailleurs, et à la presse en a fait état, admet-il désormais. Il en minimise toutefois l'importance, assurant qu'à l'époque, la Libye était passée tout en bas de la pile des relations internationales françaises, rappelant qu'aucun contrat majeur n'a été signé. D'où le fait qu'il les avait oubliés. Le président de la Cour d'appel poursuit ses questions en abordant le vaste coffre-fort que Claude Guéant a longtemps loué dans une banque proche de l'Opéra. Était-ce pour y stocker du liquide provenant des fonds du ministère de l'Intérieur? Je n'y crois pas, je ne peux pas l'imaginer et je ne le pense pas, répond Nicolas Sarkozy sans détour, rappelant que Claude Guéant a le droit à la présomption d'innocence. L'agacement pointe lorsqu'il est relancé par le président sur les comptes rendus que Claude Guéant dit lui avoir livrés au sujet de l'insistance des Libyens pour agir vis-à-vis de la situation judiciaire d'Abdallah Senoussi. Rendre compte de quoi, s'insurge l'ancien président de la République. Quel est le suivi, puisque rien n'a été fait? C'est à se taper la tête contre un mur, s'indigne Nicolas Sarkozy, avant de mimer une conversation absurde et fictive avec Claude Guéant. On ne peut rien faire, mais je le sais, mon vieux. De quoi va-t-on rendre compte, puisqu'il n'y a rien, déroule-t-il pendant plusieurs secondes, avant de se ressaisir. Pardon. Nicolas Sarkozy reprend son calme et poursuit le déroulé de son argumentaire, rappelant qu'Abdallah Senoussi était de toute façon le cadet de ses soucis lorsqu'il était président de la République. À ce moment-là, le monde connaît une crise comme il n'en a pas connue depuis 1929, rappelle-t-il, en référence à la crise financière mondiale de 2007 à 2008. Vu d'aujourd'hui, le sort d'Abdallah Senoussi semble être un sujet énorme, mais à l'époque, c'était un non-élément et un non-sujet. Nicolas Sarkozy devant la Cour d'appel de Paris, l'ancien chef de l'État rappelle à plusieurs reprises qu'il a pris position publiquement durant sa campagne présidentielle contre le pouvoir présidentiel de grâce et d'amnistie. D'où le fait qu'il n'aurait pas pu interférer en faveur du beau-frère du guide libyen. Interrogé par Vincent Brangart, est l'avocat de l'Association Sherpa, côté partie civile, sur le contenu des courriers transmis par Claude Guéant à la Cour, Nicolas Sarkozy estime sa clarification utile. Et ajoute: cela me touche de savoir que Claude Guéant ne peut pas être là, de savoir qu'il souffre d'une situation dans laquelle son honneur est mis en cause, déclare Nicolas Sarkozy. Mais il n'est pas le seul à être touché, ajoute-t-il un peu plus sèchement. Il existe en tout cas une contradiction entre vous qui nous oblige à nous dire qu'il y a l'un ou l'autre qui ne dit pas la vérité, rebondit l'avocat. En fin de journée, répondant aux questions de Philippe Boucher-Elgauzy, l'avocat de Claude Guéant, Nicolas Sarkozy insiste: sur le fond, Claude et moi sommes d'accord. Il n'y avait rien à voir sur le cas Senoussi, rien n'a été possible de faire, rien n'a été fait. Il n'y a rien de plus difficile que de prouver ce qu'on n'a pas fait, ajoute l'ancien président de la République. L'audience est suspendue vers 18 h. Les plaidoiries sont attendues la semaine prochaine, avant les réquisitions du ministère public. La décision doit être rendue en novembre. Sujet suivant. Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid et Arsenal se neutralisent dans un match fermé en demi-finale aller, France Info.
Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid et Arsenal se neutralisent dans un match fermé en demi-finale. Les Víctor Gyökeres et Julián Álvarez ont tous les deux inscrit un but sur pénalty, mercredi. Tout restera à faire dans une semaine, à Londres. Publié le 29/04/2026 23h, mis à jour le 29/04/2026 23h46. Temps de lecture, 3 minutes. Martin Zubimendi et Declan Rice au duel avec Julián Álvarez lors de la demi-finale allée de la Ligue des Champions entre l'Atlético de Madrid et Arsenal, le 29 avril 2026. Pierre-Philippe Marcoux AFP. Après le match de légende entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, mardi, l'autre demi-finale allée de la Ligue des Champions entre l'Atlético de Madrid et Arsenal a logiquement accouché de moins de buts, mercredi 29 avril. Dans la capitale espagnole, le scénario s'est arrêté à une histoire de pénalty en faveur des deux équipes, sans permettre de dégager un vainqueur à 1. Juste avant la pause, Víctor Gyökeres a été le premier à frapper pour les Gunners 44e, avant que Julián Álvarez ne lui réponde peu avant l'heure de jeu 56e. Un troisième pénalty avait été désigné par l'arbitre de la rencontre, Danny McCulley, en faveur des Anglais à la 80e minute pour une faute sur Eber Chiez, mais celui-ci a finalement été annulé après recours au VAR. Tout restera donc à faire dans une semaine, mardi 5 mai, lors du retour à Londres. Les deux équipes tenteront de valider leur billet pour la finale de C1, que les Colchoneros cherchent à retrouver depuis 10 ans. Une absence qui monte à 20 ans pour les Gunners, depuis leur finale perdue au Stade de France face au FC Barcelone 2-1, en 2006. Moins sexy a priori que la finale avant l'heure entre Paris et le Bayern, cet affrontement entre l'Atlético et Arsenal n'a pas surpris dans son déroulé. Les deux équipes, déjà meurtries avec chacun une finale perdue cette saison 0-2 contre Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue anglaise pour les Gunners, 2-2 3-4 au TA.B contre la Real Sociedad en finale de la Coupe du Roi pour les Colchoneros, partagent un bilan assez triste en C1, puisque ce sont les deux formations compilant le plus de matchs dans la compétition, 223 pour Arsenal, 190 pour l'Atlético sans jamais avoir soulevé le trophée. Dès lors, l'opportunité de les voir rallier la finale et mettre fin à la malédiction constitue une mission presque d'autant plus importante. La première période a été le symbole de cela, et de deux formations en perte de vitesse en cette fin de saison. Ce fut une guerre de territoire, un vrai match tactique où chaque projection vers l'avant était savamment pesée pour ne pas, dans le même temps, perturber l'équilibre défensif. Une partie aux antipodes de celle des hier, en quelque sorte. Víctor Gyökeres a eu le mérite de débloquer le score sur un pénalty logique pour une poussette dans la surface 0-1, 44e. Meilleur dans le premier acte, les Londoniens ont pris la foudre au retour des vestiaires 49e, 52e, mais c'est sur un nouveau pénalty, sur une main de Ben White après une volée de Marcos Llorente, que les joueurs de Mikel Arteta ont craqué, Julián Álvarez ne ratant pas l'offrande pour égaliser 1-1, 56e. Cette montée en pression des Espagnols dans le second acte a rimé avec celle d'Antoine Griezmann. Le Français de 35 ans a été dans tous les bons coups offensifs ou presque, et il s'en est fallu de peu pour qu'il mette les siens devant au score. Sa tentative de la 52e minute méritait meilleur sort, alors que son ballon était dévié juste devant le but anglais par Gabriel. Surtout, 10 minutes plus tard, sa frappe dévissée du gauche, qui a terminé sur la barre transversale de David Raya, a fait passer un vent de frisson dans tout le Riyad Air Metropolitano. Le frisson a été inverse, à la 78e minute, quand tout le stade a retenu son souffle sur un pénalty. Sifflé puis annulé pour une faute sur Eber Chiez de David Anco. Grisou, en partance pour Orlando City et la MLS à l'issue de la saison, a été désigné homme du match après le coup de sifflet final, pour sa dernière sortie européenne dans son antre madrilène. Loin d'être un scandale au vu de sa prestation du soir. La manche retour sera indécise, même si les Gunners auront l'avantage de recevoir dans leur Emirates Stadium. Les Espagnols, de leur côté, devront faire sauter une forteresse, avec 10 victoires et 3 nuls, les Londoniens sont toujours invaincus cette saison en Ligue des Champions.